Bonjour, mon nom est François Pajot. Je suis professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Il me fait plaisir de participer au congrès de l'Association Restauration au Québec et de participer à cet atelier. Et moi, je vais vous parler spécifiquement du problème de pénurie de main-d'œuvre, notamment en cuisine, et par rapport donc à des solutions qu'on pourrait peut-être apporter au niveau de la structure de coûts pour qu'un nouveau modèle financier au niveau de la restauration soit viable et puisse du coup offrir des meilleures conditions. Donc, aux cuisiniers. Je vais partager mon écran avec vous. Donc voilà. Alors, regardons ensemble qu'est-ce que la pénurie de main-d'œuvre nous révèle. J'ai écrit quelques articles dans les derniers mois là-dessus et on m'a demandé donc de résumer ma pensée autour de cette problématique-là. Alors, je vous livre aujourd'hui des constats. Donc, premier constat, c'est que la pénurie de main-d'œuvre était prévisible et ne se résorbera pas. Donc, on est au courant depuis très longtemps que ce phénomène-là allait se produire dans ces années-ci et il n'y a rien qui indique que ça va se corriger. Et tout porte à croire donc que la pénurie va se perpétuer encore pendant longtemps. Deuxième constat, c'est que les conditions de travail offertes dans les restaurants en général sont beaucoup plus basses que les autres sous-secteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. Alors malheureusement, on n'a pas nécessairement une bonne réputation dans notre secteur par rapport aux conditions de travail et ce qui fait que ces emplois-là sont plus ou moins attrayants pour la main-d'œuvre qui sort des écoles ou qui veut contempler la possibilité d'y travailler. Ce qui nous amène donc à réfléchir sur un nouveau modèle financier afin de dégager des marges bénéficiaires plus importantes qui nous permettraient justement d'offrir des salaires en cuisine, notamment, plus attrayants. Donc, ce sont des solutions à court terme parce que tant qu'à moi, ça ne sera pas suffisant pour pallier à la pénurie comme telle. On parle uniquement ici de rattrapage, donc de dépasser le salaire minimum là, moyen aussi, le salaire moyen actuel qui tourne aux alentours de 16 à 17 dollars de l'heure. Donc, on parlerait d'une augmentation substantielle des salaires pour justement changer cette perception-là que c'est sous-payé et également améliorer les avantages sociaux. Moi, je vais y aller de manière globale en affectant un pourcentage plus élevé. Ensuite, ça implique probablement une réflexion au niveau du partage ou carrément de l'abolition des pourboires. On y reviendra. Et également, on pourrait regarder ensemble les conséquences sur le modèle financier, c'est-à-dire comment on va rétablir ou plutôt répartir autrement les revenus à l'intérieur des différents coûts, tout en allant chercher des marges bénéficiaires nettes plus élevées. Alors, cela va impliquer les hausses de prix des menus et des services, parce qu'on parle maintenant plus de portefeuille de produits et services là, plutôt que de menus, parce que depuis la pandémie, plusieurs restaurateurs ont élargi leurs sources de revenus, donc on parle maintenant plus de portefeuille, et cela implique une nouvelle structure de coûts pour répartir autrement les différentes charges de l'entreprise, ce qui implique donc une baisse du coût de nourriture en pourcentage, une hausse des coûts de main-d'œuvre à la fois en dollars et en pourcentage. C'est le but de l'exercice là, ici, là, de créer comme ça un budget supplémentaire qui va nous permettre d'assurer à nos employés des meilleures conditions. Une hausse des profits parce que historiquement, les restaurants font quand même des marges très, très minces, qui est l'argument qui justifie pourquoi on n'offre pas de meilleurs salaires. Bien, du coup, si on offre des meilleurs salaires, on pourrait aussi, par le fait même, avec un déplacement comme ça des différents coûts à l'intérieur d'un chiffre d'affaires plus élevé, une marge bénéficiaire nette plus élevée, à la fois en dollars et en pourcentage également. Donc, c'est vraiment une situation win-win. Là. On va voir qu'au final, c'est le client qui finit par payer, c'est bien sûr. Donc, premier constat, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la pénurie de main-d'œuvre était prévisible. Et le constat, il est devant vous. Ce n'est pas une nouvelle. Vous avez la pyramide des âges, à gauche les hommes et à droite les femmes. Et donc, on peut constater là, qu'il y a eu les baby boomers qui sont nés dans
la fin des années 50, début des années 60, et qui ont représenté pendant longtemps une masse de travailleurs importante, suivie par les différentes générations jusqu'en l'an 2000. En fait, jusqu'en 1990. Et là, on constate qu'à partir de 1990, la pyramide commence à se restreindre, donc à rapetisser de manière définitive. Donc, il y a eu un petit baby boom là, au début des années 2010, mais c'est loin de pouvoir compenser pour les baisses de population qui caractérisent les années 1990 et suivantes. J'ai mis en encadré là, la frange de la population qui a 20 à 30 ans, qui représente notre bassin de main-d'œuvre classique, en fait, donc les 20 et 30 ans. Et on voit donc ce segment-là de la population s'est réduit considérablement et de manière définitive. Ce qui fait que c'est ce qui m'amène donc à conclure que la pénurie de main-d'œuvre était prévisible et elle ne se résorbera pas. Il va falloir s'y faire et trouver une nouvelle manière pour pouvoir fonctionner avec moins d'employés et en tout cas subir le contre-coup là, de cette baisse de population-là et éventuellement. Eh bien, elle est annoncée parce qu'on le voit à partir des chiffres qui datent même de 2007, là, que la population active augmenterait jusque-là. Et à partir de 2008, les augmentations seraient de plus en plus minimes pour arriver en 2017 avec une diminution de la population active. Et là, on est rendu presque en 2022, ce qui veut dire que ça fait 5 ans que la population active au Québec est en diminution, ça veut dire de moins en moins d'employés, et on comprend aisément que ce sont les industries avec les emplois les moins attrayants qui vont être les premiers touchés par cette baisse de population active-là, qui vont se concentrer vers les emplois plus payants, plus attractifs, mieux payés, avec des meilleures conditions de travail. Donc, conditions de travail quand même pas si intéressantes quand on le voit par rapport aux autres sous-secteurs du secteur des THRI. On le voit dans l'ensemble, on offre 21,17 $ en 2019, ça inclut la restauration, qui, elle, offrait en moyenne 17,95 $. Et ça inclut les pourboires en général. On voit l'hébergement là, qui offre facilement plus à 20,49 $, même le transport aérien qui est à 38 et 14 $. Donc, c'est difficile de compétitionner avec ça. Les loisirs et divertissements sont à 23 et 46 $ dans notre secteur. Et on a vu donc quand même que la croissance là, dans notre secteur, elle n'est pas si élevée que ça, tandis que dans les autres, il y a eu quand même des hausses importantes. Pourtant, on a un grand nombre d'emplois dans le secteur de la restauration. Ce sont les chiffres de 2019 là, qui frôlent les 250 000 employés dans notre industrie. Alors, on s'entend là, que la majorité des employés de cette industrie-là, des THRI, pour ne pas dire plus que la moitié, ont un salaire qui est en bas là, des 20 $ de l'heure, ce qui fait que tout de suite, par rapport à d'autres industries comme la construction, la vente au détail ou la fabrication, c'est beaucoup moins attrayant en termes de salaire, incluant pourboire, je le rappelle. À l'intérieur même de la restauration, on voit quand même aussi une disparité entre les salaires. Donc, les moins bien payés sont les cuisiniers à 14 $ de l'heure en 2015, qui a monté à 16,97, 13 de l'heure en 2019. On a quand même les serveurs au comptoir et préparateurs d'aliments qui étaient à 12,30 et qui ont monté à 14,26, ce qui fait d'ailleurs une augmentation de 3,19 % entre 2015, par année entre 2015 et 2019. Les cuisiniers, eux, avaient augmenté de 4,19, mais ceux qui ont le plus augmenté durant cette période-là sont les hôtes et hôtesses qui ont vu leur salaire augmenter de 5,2 % annuellement sur cette période-là. Donc, on le voit là que même à l'intérieur des différents postes qu'on offre dans la restauration, ce sont les serveurs au comptoir et préparateurs, donc les commis de cuisine sont dans cette catégorie-là, et les cuisiniers qui ont les salaires les plus bas, malgré quand même un certain rattrapage là, quand on compare aux directeurs de restauration, les chefs, qui étaient déjà un petit peu mieux payés en partant, mais c'est un rattrapage qui semble d'être insuffisant pour pouvoir corriger la perception qu'on a de ces postes-là pour le moment. Alors, ces constats-là nous amènent à remettre en question la structure de coûts traditionnelle de notre industrie.
La réflexion est lancée pour justement comment répartir les coûts autrement et assurer une part plus importante des salaires en cuisine ou encore assurer aussi une meilleure rentabilité de nos entreprises, question de survie. Alors, il ne faudrait pas que l'augmentation des salaires en cuisine mette en péril la survie des entreprises. Là. Il faut comme protéger les deux en même temps. C'est quand même important, là, je le souligne ici, même si ça a l'air d'une aparté, que cela repose sur un calcul des prix qui garantit cette rentabilité-là. Donc, si on veut que le chiffre d'affaires rentre, bien, il va falloir que les prix de vente soient calculés de manière assez précise et cohérente avec les salaires, avec la rentabilité désirée, pour qu'on atteigne nos objectifs. Ce qui m'amène à vous dire, là, en passant, qu'on ne peut pas fixer les prix de vente sur une base aléatoire ou juste comparative avec la concurrence. Il va falloir vraiment calculer avec précision ses coûts de nourriture, ses coûts de main-d'œuvre et calculer de manière cohérente, je le répète, les prix de vente de nos menus. La structure de coûts actuelle au Québec, là, je me suis basé sur l'année 2019 parce que pour moi, l'année 2020 ne sera pas une bonne référence, là, étant donné tous les problèmes, les changements d'habitude, la nouvelle répartition des sources de revenus. Donc, pour moi, 2019, c'est la dernière année référence valable. Et je me base donc sur les chiffres là, fournis par Statistique Canada et repris par le MAPAC. Probablement, finalement, c'est le chiffre d'affaires et les coûts de 2018 qu'on a devant nous, là, mais ça a été publié en 2019. Alors, actuellement, en moyenne, les restaurants du Québec réalisent un coût de nourriture de 34,5 les salaires et avantages sociaux de 32,4 un loyer de 7,5 auquel il faut ajouter les services publics, les assurances, les taxes qui sont plutôt comptabilisées dans autres dépenses diverses en bas. L'amortissement, qui n'est pas une dépense en soi, mais qui est compté à des fins fiscales pour réduire les profits et réduire l'impôt des entreprises en fonction de l'usure ou de l'utilisation de leurs actifs. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas une vraie dépense. C'est compté, mais dans le fond, le 2,9 pourrait s'ajouter au 4,5 en bas en termes de liquidité. Le marketing qui est à 2,4 les services publics sont à 2 l'entretien et la maintenance à 2,4 les autres dépenses en général, et ça inclut les salaires de gestion, de management, de 11,5 papier, carton, savon, etc., contenant. 11,5 ce qui nous permet de dégager actuellement en moyenne 4,5 des ventes en termes de profit, mais ceci, évidemment, avant impôt toujours. Donc, voilà le modèle de base à partir duquel je suis parti pour pouvoir justement recalibrer ou redistribuer les différentes dépenses à l'intérieur d'un chiffre d'affaires moyen de 600 000 Bon, dépendamment de la base, là, on va le voir tantôt, là, ça peut être 600 800 000 mais bon, j'ai pris 600 000 comme chiffre d'affaires moyen, j'ai calculé les coûts de tout le monde et là, j'ai augmenté les salaires et j'ai augmenté également le profit pour faire en sorte qu'on atteigne des niveaux intéressants. Et du coup, ben, j'ai recalculé comment on répartit les autres coûts. Mais avant de vous montrer le résultat, c'est quand même intéressant de parler du contexte actuel des restaurants. Donc, ça va changer éventuellement, là, mais pour le moment, on se base sur à peu près 22 000 restaurants et services alimentaires au Québec qui génèrent presque 250 000 emplois directs. En tout cas, c'était vrai en 2019. Là, actuellement, il y a une baisse considérable du nombre d'emplois. Overall, le Québec a vu ses emplois baisser de 92 000 durant la pandémie. Là, présentement, on a presque atteint ce niveau-là, mais on est obligé de constater que le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme en général, lui, n'a pas récupéré tous les emplois qui ont été perdus pendant la pandémie, notamment à cause des mesures sanitaires qui sont encore en vigueur, mais aussi parce que beaucoup d'employés ne sont pas revenus occuper les emplois qui étaient disponibles. Alors, on a encore beaucoup d'emplois disponibles dans notre secteur, donc ce chiffre-là n'est pas tout à fait à jour, évidemment. On verra l'année prochaine les résultats réels.
Le chiffre d'affaires de notre industrie québécoise s'établissait en 2019 à 17,5 milliards, répartis entre 14,3 milliards pour le commercial et 3,2 milliards pour le non commercial. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, revenu moyen, alors dépendamment de la base, là, ça peut être 600 000 à 800 000 à peu près, là, c'est quand même pas beaucoup. Et j'ai pris 600 000 comme base là, pour mon scénario à moi, avec des profits impôts inférieurs à 5 ce qui est inacceptable, qui serait absolument inconcevable dans d'autres types d'entreprises, d'industrie, finalement, de viser un profit avant impôt aussi bas. Et par connaissance, là, je connais bien des propriétaires qui travaillent actuellement sans salaire et sans pension parce qu'il n'y a pas d'argent disponible. Alors, ce qui est très malheureux, là, parce qu'on devrait au minimum, quand on est propriétaire et qu'on travaille dans l'entreprise, tirer un salaire quand même décent et aussi être capable de mettre de côté des argents pour notre pension, puisque l'entreprise, à un moment donné, on va être obligé de la laisser et les valeurs commerciales ne sont pas si énormes que ça. Je me permets également de souligner qu'on a toujours un nombre élevé de faillites. La preuve, c'est qu'en 2015, on avait 345 faillites au Québec sur les 566 canadiennes. Et en 2017, on avait 263 faillites sur les 404 canadiennes. Donc, une baisse, là, mais je n'ai pas vu les derniers chiffres en 2020. Mais tout porte à croire que selon le Bureau du surintendant aux faillites du Canada, le nombre de faillites dans la restauration va quand même augmenter. Donc, ça met en lumière que sur une échelle canadienne, malheureusement, la position du Québec est loin d'être enviable et on enregistre toujours une grande majorité des faillites canadiennes sur le territoire québécois. Ce qui fait que notre industrie est considérée comme à risque élevé et qu'en plus de la pandémie, ben, on doit faire face à des mesures sanitaires sévères, doublées d'une pénurie d'employés sévère également, et surtout en cuisine. Donc, il y a une action là, collective là, qui doit être envisagée afin, d'une part, de corriger le salaire des cuisiniers et d'autre part, d'augmenter la productivité. Alors ça, c'est un autre sujet là, que je n'ai pas abordé ici, mais que j'ai mentionné dans d'autres articles publiés sur le sujet. Donc, regardez de près votre productivité. On la calcule en divisant le chiffre d'affaires par le nombre d'heures travaillées et on devrait travailler de sorte à l'augmenter. Alors, actuellement, le secteur de la restauration a malheureusement le score le plus bas à l'échelle du pays en termes de productivité, c'est-à-dire vente à l'heure travaillée. Donc, on devrait travailler là-dessus, on devrait améliorer ce ratio-là pour justement nous permettre d'avoir moins de cuisiniers. Donc, l'idée, c'est que si on augmente la productivité des employés par différents moyens, je vais vous en parler en conclusion, ben à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir moins d'employés sur le plancher. Ceci dit, c'est quand même important de le mentionner. La demande est forte, donc la clientèle est au rendez-vous, elle est là, la demande est là. On le voit d'ailleurs là, avec les files d'attente dans les restaurants, les terrasses qui sont pleines, les restaurants qui refusent des clients. Donc, et en plus, là, on commence à fermer certaines journées de la semaine, donc ce qui concentre la demande sur moins d'heures d'ouverture. Donc, la demande est forte et puis la propension à payer plus, elle est là de la part des clients. On a vu un intérêt de la part de la clientèle à payer plus et même laisser beaucoup de pourboires pour aider comme ça les restaurateurs à mieux s'en sortir. On souligne également le taux d'intérêt qui reste bas et l'inflation qui est présentement sous contrôle, quoique là, les derniers chiffres que j'ai vus récemment nous montrent des inflations quand même assez élevées, qui est une correction finalement de l'année dernière. Mais on verra l'année prochaine là, si la tendance se maintient. Mais c'est un facteur qu'il va falloir regarder et qui pourrait peut-être laisser penser à une augmentation des taux d'intérêt éventuels. Là, mais on en parle beaucoup et on ne le voit jamais. Il y a un enjeu autour du partage des pourboires, c'est clair. Il y a un enjeu autour des seuils d'immigration. Alors ça, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais même si la population est en décroissance, on pourrait espérer qu'avec l'immigration, on puisse régler une partie du problème. Malheureusement, les seuils migratoires au Québec sont relativement bas. On parle de 25 000 nouveaux immigrants l'année dernière. Quand on pense aux 100 quelques mille emplois qui restent à être occupés au Québec, bien, ça va être insuffisant. Et il faudrait qu'il y ait une grande majorité des immigrants
qui viennent travailler dans l'industrie de la restauration et de l'agriculture, par exemple, pour combler les emplois disponibles, ce qui risque pas d'être le cas. Là, on s'entend, il y a une répartition plutôt disséminée de ces nouveaux immigrants-là dans les différents postes, sans compter qu'il y en a plusieurs qui deviennent eux-mêmes entrepreneurs. Donc, ça pour vous dire que moi, je ne pense pas que l'immigration soit la seule solution à apporter, d'autant plus que si on maintient des conditions de travail pas intéressantes et des salaires qui sont bas, ça va encore moins attirer les immigrants qui vont entrer au Québec. Il faut souligner également avec la spéculation immobilière, la hausse des loyers, une hausse qui avait commencé d'ailleurs depuis plusieurs années, qu'on a constaté depuis à peu près 3 ou 4 ans, que la part des coûts consacrés au loyer est de plus en plus importante et qui mettent justement en péril, au-delà même du coût de nourriture et de la main-d'œuvre, la rentabilité des entreprises. Je ne veux pas me faire prophète de malheur, mais mes lectures me permettent aussi d'anticiper à plus ou moins moyen terme ou long terme, si on veut, des pénuries au niveau des ressources naturelles, des matériaux de construction, par exemple, de l'équipement. Alors, quand on va avoir à renouveler l'équipement, on risque d'avoir de la difficulté, surtout que les commandes prennent souvent des mois avant d'être honorées. On s'attend aussi à une augmentation des prix des denrées, du café, du chocolat, du blé, du riz, des différents fruits et légumes à cause des sécheresses, de la viande aussi en général, etc. Donc, on peut s'attendre à des augmentations de coûts denrées assez importantes dans les prochaines années. Alors voilà, donc on est arrivé finalement à la modélisation de nouveaux modèles en tenant compte de salaires plus élevés. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris le chiffre d'affaires moyen aux alentours de 600 000 que j'ai réparti autrement. Donc, j'ai augmenté les salaires moyens de 16,50 qu'ils étaient en 2019 à 20 de l'heure. On verra les augmenter plus tard encore. Et ça, à quoi j'ai rajouté un 18 d'avantages sociaux. On est rendu là. Ça inclut les vacances, les programmes d'assurance, les cadeaux, les programmes de formation, etc., qu'on peut offrir à nos employés. Donc, là-dedans, on peut imaginer qu'il va y avoir des conditions de travail plus intéressantes. Ça inclut également des bonus qu'on pourrait offrir, par exemple, pour travailler le soir, la nuit ou les fins de semaine. Des primes, je veux dire, pour les périodes moins intéressantes et même des bonus à la productivité qu'on pourrait offrir à certains employés. Pour moi, même, je vous dirais qu'on devrait aller plus loin encore parce qu'un bon cuisinier, là, un cuisinier qui travaille bien, que sa formation en hygiène et salubrité, qui est très efficace, mériterait 25 de l'heure, plus qu'à moi. Donc, on va mettre en moyenne 20 de l'heure pour le moment et vous verrez là, quelles sont les marges là, que vous avez par la suite pour pouvoir même aller au-delà de ça parce que pour moi, 20 de l'heure, ça serait probablement un minimum là, dans le discours dont on tient actuellement. Donc, je vous propose là, de répartir le 600 000 autrement. 600 000 que je vais augmenter de 15 pour inclure le pourboire, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, quand je recalcule la place que je donne à chacun des coûts à partir de mon modèle de base, on arrive à ce modèle-là, c'est-à-dire un coût de nourriture de 30 maximum. Il faudrait même peut-être viser en bas de ça, aux alentours de 25 à 27. Des salaires et avantages sociaux de 34,2. Ils étaient à 32. Là, on a augmenté à 34,2. Je vous rappelle que ça n'inclut pas le management. 34,2, même, ça m'apparaît un peu bas. J'aurais tendance même à le monter à 35, 36, voire jusqu'à 40 dans certains cas, si on veut améliorer significativement les avantages sociaux. Le loyer, lui, étant fixe, ben, il baisse puisque le chiffre d'affaires a augmenté. Même chose pour l'amortissement, marketing, services publics, l'entretien, maintenance et les autres dépenses. Là, je les ai gardés fixes. Donc, en proportion de chiffre d'affaires plus élevé, ils deviennent moins importants. Et l'effet global de tout ça me permet de dégager un profit avant impôt de 11 Donc, enfin, je vais pouvoir budgéter un profit plus intéressant, 11 tout en assurant à mes salaires quand même un niveau plus intéressant également à 20 de l'heure. Mais on s'entend, là, chaque point après que je mettrais de plus au niveau des salaires, ben, j'irai le chercher sur la ligne profit avant impôt, c'est bien clair, évidemment. Ce que ça représente en termes de conséquences ou d'impact, c'est que j'aurais besoin d'augmenter 15 les prix de vente de mon menu.
Ce 15%-là, ça peut être l'équivalent des pourboires, si vous voulez. Donc, ça irait de pair avec une politique d'abolition de pourboires. Sinon, on partage aussi avec les cuisiniers. Donc, il y a moyen d'aller le chercher là. Là, on peut l'imaginer de la manière qu'on veut. Donc, 15% des prix incluant pourboires, ça, c'est clair. C'est important de souligner, par contre, que si vous adoptez une politique d'inclusion de pourboires, vous renoncez à ce moment-là au crédit d'impôt sur les avantages de 75% des avantages sociaux payés sur les pourboires aux serveurs. Donc, c'est important de le souligner là, parce qu'il va y avoir un manque à gagner que je n'ai pas considéré dans le modèle. Ça impliquait, comme je vous disais tout à l'heure, une augmentation à 20 de l'heure avec en plus un 18 d'avantages sociaux. Comprenez là, que plus j'augmente le salaire, plus mon 18 lui aussi grandit en termes de dollars. Le coût de main-d'œuvre irait jusqu'à 40 dans certains cas. Les frais fixes étant fixes, bien, ça va. Les coûts de nourriture aussi, je les ai gardés égaux, ce qui fait qu'en proportion de chiffre d'affaires plus élevé, ils baissent à 30. J'ai fait un scénario où je n'augmente pas le chiffre d'affaires à 15 À ce moment-là, pour que le modèle fonctionne, il faudrait que mon food cost baisse à 27. Ça, c'est nourriture et boisson. Alors, à vous là, de pondérer ça selon votre mix de vente entre la boisson et la nourriture pour arriver à 27. Moi, ce serait ça mon target en termes de coût de nourriture et je m'en servirais pour fixer mes prix de vente à partir de 25-27 de coût de nourriture et boisson. Ce qui m'amène donc à enfin générer un profit plus intéressant de 11 On s'entend, c'est quand même pas non plus énorme, mais au moins, là, on arrête de parler de marge minime, là, puis on commence à parler de marge un petit peu plus décente et intéressante pour se lancer dans ce secteur-là. Ce à quoi je dis de faire attention, à l'inflation. Alors là, récemment, il était aux alentours de 2. Les derniers chiffres annoncent plutôt du 4 actuellement. Donc, normalement, l'inflation, on l'anticipe, ce qui fait que là, actuellement, si on est à 4 bien, il faudrait probablement, en plus du 15 de tout à l'heure, rajouter 4 d'inflation pour prévoir d'avance l'augmentation des prix de vente pour me permettre justement de pallier à l'augmentation des coûts. Alors, tout ça, normalement, ça va augmenter de 4 et vous êtes justifié d'augmenter vos prix de vente de 4 minimum, puisque l'ensemble de vos coûts, nourriture, boissons, main-d'œuvre, loyer, avocats, paperasse, carton, savon, etc., lui aussi va augmenter de 4 en général. Donc, en résumé, ce que je vous mentionnais un peu plus tôt, d'abord, c'est que la pénurie de main-d'œuvre était prévisible et qu'elle va continuer de s'intensifier dans le futur, que les coûts vont continuer d'augmenter, bon, puis pas à peu près, là, ça va quand même continuer de manière importante, de manière continue. Donc, il va falloir s'habituer à augmenter nos prix de vente proportionnellement au moins à ces augmentations-là de coûts. La demande, par contre, va se maintenir parce que le marché est là. Malgré le vieillissement de la population, il semblerait que, contrairement à ce que les démographes prévoyaient, que les personnes âgées continuent à dépenser beaucoup dans les restaurants. Et je crois que l'habitude aussi de faire appel à de la restauration commerciale va se maintenir dans le futur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, il va falloir revoir nos conditions de travail pour pouvoir faire compétition à d'autres secteurs industriels qui, elles, sont déjà sur le pied de guerre pour s'arracher les mêmes employés. Alors, ça, évidemment, ça repose sur des meilleures compétences en gestion des ressources humaines. Rares sont les restaurants qui ont à leur emploi un conseiller en ressources humaines. Alors, évidemment, ça va aider beaucoup si on peut s'améliorer à ce niveau-là. C'est un peu normal, étant donné que les entreprises sont de petite taille, qu'on n'est pas quelqu'un de dédié à ça, mais n'empêche qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à qui va gérer les ressources humaines dans l'entreprise et quelles sont les pratiques qu'on pourrait adopter pour justement attirer plus de main-d'œuvre et surtout les conserver, ces employés-là, dans le futur. Donc, on préconise une correction des salaires le plus tôt possible par une augmentation des prix de vente et un réaménagement des coûts à l'intérieur de la structure, une correction des conditions de travail, donc une réflexion sur qu'est-ce que ça donne de travailler chez vous, quel est l'intérêt de travailler chez vous pour quelqu'un qui sort de l'école, pour qui a 10-15 ans d'expérience ou qui a au-delà de 35 ans. Alors, comme je mentionnais là, on doit réfléchir à un nouveau modèle financier. À plus long terme, on n'aura pas le choix.
Les employés, on ne pourra pas les créer comme tels. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, si on veut continuer à opérer, il y a une réflexion à long terme sur la mécanisation, l'informatisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Heureusement, Montréal est un des pôles mondiaux de développement dans ces trois secteurs-là, ce qui fait qu'on a à portée de la main des entreprises qui sont prêtes à nous aider, mais ça, évidemment, ça implique des investissements, des efforts et une transformation profonde de comment on produit et on livre nos différents produits et services. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir regarder ces avenues-là pour pouvoir évoluer et continuer à opérer avec un nombre d'employés de plus en plus bas, donc une productivité de plus en plus élevée. Donc, il m'a fait plaisir de partager avec vous mes constatations et suggestions, recommandations dans le futur pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre en restauration. Alors, ça implique évidemment une réflexion sur les prix de vente et l'augmentation d'un chiffre d'affaires qui est quand même important. Et du coup, avoir des revenus suffisants pour répartir autrement les différents coûts, incluant le coût de nourriture qui devrait baisser aux alentours de 27, maximum 30 le coût de main-d'œuvre qui devrait augmenter à 34, 35, voire 40 de chiffre d'affaires, et également améliorer la rentabilité nette avant impôt aux alentours de 11 C'était mes réflexions sur le sujet. Mon nom est François Pajot. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Passez une belle fin de journée, un bon congrès à l'Association Restauration Québec et au revoir et à la prochaine.